Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Il est maintenant midi et 34 minutes. Parlons Shakespeare un petit peu, si vous voulez bien. Shakespeare, le fameux barde anglais du 16e et 17e siècle. C'est lui qui a mis dans la bouche de son héros Hamlet la formule suivante. Être grand, c'est soutenir une grande querelle. Cette formule, on peut évidemment l'appliquer à la vie de tout individu, de toute société, de toute nation, forcément. En d'autres mots, la cause que l'on choisit de défendre reflète notre état intérieur, notre élévation ou notre profondeur et à la limite notre noblesse. Ou à l'inverse, notre insignifiance, notre trivialité. Mathieu Bocoté y a réfléchi dernièrement. Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir à cette question-là? Alors, c'était samedi dernier, je crois. Il y avait une manifestation sur le Mont-Royal de jeunes et de moins jeunes, on pourrait dire fumeux de potes, je ne sais pas comment les appeler autrement, consommateurs de marijuana. Ah, c'est mieux ça. Qui sont rassemblés samedi après-midi pour fumer ensemble dans un acte politique et festif pour contester la criminalisation de la marijuana. Et voyant cela, je me suis dit ce que je me dis souvent devant le genre de causes qui peuplent l'espace public dans notre époque, et une époque a les causes qu'elle mérite, et me semble-t-il que se mobiliser pour une question comme la légalisation de la marijuana, quand dans l'espace public il y a tant de questions fondamentales qui n'attirent pas l'intérêt de la population, ça nous en dit beaucoup sur la dégradation de notre sens démocratique. Autrement dit, plus la cause est petite ou, à votre avis, insignifiante, plus les gens qui la soutiennent sont dévitalisés ou de... Oui, puis on ajouterait à ça, on accepte aujourd'hui, moi c'est une chose qui me frappe beaucoup, on nous dit il y a un renouveau du militantisme aujourd'hui. Oui. Mais je ferai quelques nuances. Le militantisme aujourd'hui doit être nécessairement festif. Il doit être joyeux, il doit être circonstanciel. On se donne pour un événement, mais le militantisme véritable, qui implique une part d'ascèse, de sacrifice, on bâtit des organisations, on bâtit des mouvements, on fait de l'éducation populaire, on ne se contente pas d'un événement festif et joyeux, mais il y a la part difficile du militantisme, donc du travail citoyen. Eh bien, ça, on le voit beaucoup moins. Donc, je m'inquiète de ce militantisme manifestif qui nous dit encore une fois que notre époque n'accepte de s'engager qu'à condition d'y voir une fête. Vous dites festif, Mathieu. Moi, j'entendrais plutôt narcissique dans vos propos. Oui, je crois que les deux se rassemblent souvent. C'est-à-dire, on voit par exemple des gens organiser des grands marathons, des courses, des tournées, je sais pas, de la course à cheval et ainsi de suite. Pourquoi? Chaque fois pour soutenir une cause X, Y ou Z. Donc, il faut toujours créer une espèce d'événement spectacle qui donne l'impression, d'un coup, qui permet de se mettre en vedette au service d'une cause qui officiellement nous transcenderait. Mais au Québec, il y a beaucoup, il me semble, beaucoup de causes comme ça. Et elles sont pas nécessairement mauvaises, mais il y a toujours un artiste là-dedans qui donne un spectacle, où il y a des humoristes, il y a des choses comme ça. Vous visez ce genre de choses-là ou pas? Ça dépend. C'est-à-dire, encore une fois, il faut distinguer les causes les unes des autres. Oui. C'est-à-dire, il y a certaines causes que je trouve tout à fait honorables, même si elles n'ont pas une charge politique lourde. Prenez par exemple la lutte contre le cancer, qui mobilise chaque année plusieurs centaines de milliers de dollars, plusieurs millions de dollars de gens pour lutter contre le cancer. On n'est pas devant une lutte politique, mais on est devant une lutte humanitaire fondamentale. Ou cette semaine, c'est le don d'organes et du tissu. C'est quand même pas... le mérite dans ce cas-là que notre estime. Ce dont je parlais plutôt dans ce texte... C'est l'engagement visible aujourd'hui pour des causes qui relèvent plutôt de l'art de vivre. C'est-à-dire, on veut s'engager, puis là, ou encore avec deux figures. Hein. Soit on veut s'engager dans l'art de vivre local, oui. Ou alors on veut s'engager au nom de l'écologisme, souvent pour les grandes causes globales, planétaires, mondialisées, mais l'entre-deux qui s'appelle l'espace national, avec la réalité du politique, c'est-à-dire le politique qui est encore à notre époque nationale, qu'on le veuille ou non, alors là, ça n'intéresse plus. Donc, on aime les causes éthiques, on aime les causes médiatiques, on aime les causes juridiques, mais les causes proprement politiques, qui sont celles qui devraient interpeller le citoyen, elles ont moins d'écho qu'on ne le souhaiterait. Ça, c'est un de vos grands chevaux de bataille, Mathieu Bocoté, le politique, justement. Pour vous, le politique, c'est comme un idéal qui devrait structurer une société? Oui, c'est une belle manière de le dire. Hein. C'est-à-dire, je crois que le politique, c'est le principe à partir duquel une cité apparaît dans sa cohérence. Alors, évidemment, il y a une pluralité d'interprétations sur le destin de la cité, sur son histoire, sur les intérêts qui s'y manifestent. Donc, une cité ne se laisse jamais absorbée dans une seule idée d'elle-même. Mais au moins, le politique, c'est ce qui élève l'âme de chacun lorsqu'il y participe, en l'amenant à se
mettre au service de quelque chose qui le dépasse. Et vous citiez tantôt Shakespeare, être grand, c'est embrasser une grande querelle. Je note que le général de Gaulle, dans Le fil de l'épée, un de ses livres les plus importants, qui est dans les années 30, commence son livre avec cette référence. 1933. Être grand, c'est embrasser une grande querelle. Et je considère que plus les enjeux qui sont portés par la cité sont importants, et plus on s'investit dans la cité à ce moment, eh bien, je crois que l'âme s'enrichit au contact du politique. S'enrichit, mais en même temps, quand je dis structure, c'est que le mot structure est un mot qui déplaît aujourd'hui parce que ça veut dire rationalisation, ça veut dire contrainte, ordre, etc. Quand je vous entends, Mathieu, le politique comme idéal en général transcendant, inaccessible, mais comme un soleil qui attire les fleurs, par exemple, doit être articulé de façon rationnelle. Il faut un code, il faut un credo, il faut tout un appareil autour de ça. Oui, il faut d'abord, avant tout, il faut avoir une certaine idée du politique. C'est une idée simple, mais notre époque, qui est très libérale de ce point de vue, se contente souvent d'une définition strictement gestionnaire du politique, strictement instrumentale. Donc, qu'est-ce que le politique aujourd'hui? Très souvent, c'est l'espace où se rencontrent les droits qui demandent à être gérés. Donc, c'est l'espace de la gestion des droits individuels, c'est l'espace de la gestion des égaux, mais ce n'est plus un espace créateur de sens. Le politique en tant que tel est sorti de l'histoire pour passer à la gestion. Il ne se préoccupe plus justement de l'histoire, donc du sens, de la part presque, je dirais, spirituelle ou sacrée inévitable qu'il y a dans le politique. C'est-à-dire, on y joue un peu de son âme. Désormais, on gère simplement des causes privées. Et effectivement, quand vous utilisez le beau mot structure, la cité, c'est que la cité n'est pas, ou la société en général, n'est pas simplement une page blanche, une page vide où n'importe quoi peut s'écrire. Il y a des principes fondamentaux à respecter dans toute société, et le politique, normalement, met en forme ces principes. Mais encore doit-on reconnaître ces principes, et encore doit-on reconnaître cette mission politique, et notons que la chose est plus difficile qu'autrefois. Ce qui est curieux, c'est que le mot gouvernement est devenu gouvernance, le mot royauté est devenu mot régence. Il y a aussi comme un affadissement du sens des mots vers des réalités beaucoup plus terre-à-terre, beaucoup plus quotidiennes, etc. Alors que vous voulez insuffler, je dirais même pas un supplément d'âme, Mathieu Bock-Côté, parce que vous êtes très rationaliste également là-dedans. Il faut quand même une chorégraphie, il faut un mode d'emploi, il faut une recette, il faut des corps intermédiaires, il faut toutes sortes de choses qui ne sont pas sentimentales, ni romantiques, ni plaisantes. Je reprendrai sur la question du langage qui me semble absolument fondamentale. Qu'on le veuille ou non, il y a une esthétique du politique. Et c'est une chose que notre époque accepte encore une fois de moins en moins, ou ne l'accepte qu'à condition d'une forme de scénarisation médiatique des débats publics. Donc là, ce qui reste d'esthétique à notre époque collective est récupéré par le grand spectacle médiatique, mais on oublie que l'homme doit apercevoir dans la cité aussi des idées qui l'élèvent, une certaine grandeur. Il doit avoir une certaine scénarisation de la société. Elle doit nous apparaître comme une scène plus grande que nous, où se jouent des questions qui nous dépassent. Alors là, je reviens à la question du langage. Le langage, aujourd'hui, qui est véritablement ravagé par le vocabulaire du management. Et ça, c'est assez fascinant. Donc, effectivement, du gouvernement, qui implique l'action des hommes, à la gouvernance, qui donne un système rationnel et technique de gestion des êtres humains sans qu'ils n'aient à se gouverner eux-mêmes. On pourrait voir d'autres termes qui ruinent aujourd'hui le sens du politique. Parce que le politique exige quelquefois des mots imagés qui permettent d'apercevoir la société, d'apercevoir presque ses fondements invisibles d'une certaine manière. Fernand Dumont disait dans plusieurs de ses livres qu'il fallait beaucoup d'imagination pour voir la société. Et pourtant, sans cette imagination, la société nous échappe. Autrement dit, l'imagination dans le travail du social, dans le travail du politique, ce n'est pas que de la fiction, c'est une manière de voir ce qui se dérobe au rationalisme trop étroit. Ce qui veut dire également un recul, une distance entre l'individu et bien sûr, et l'histoire représente ce travail de l'imagination souvent. C'est-à-dire, on ne voit pas qu'une société dans son présent immobile ou statique ou qui se répète perpétuellement. On voit l'empreinte du passé sur cette société. On réussit par le travail de l'imagination à dégager les différents avenirs possibles de cette société. On parvient à reconnaître les traits communs entre les membres de cette société, nonobstant l'infinie diversité des individus. Mathieu. Donc justement, cette capacité de mettre en scène le collectif, ça nous ramène évidemment au rôle de l'histoire, de la littérature, de la philosophie, qui sont tout autant de disciplines qui permettent d'apercevoir la cité. Aujourd'hui, on n'aperçoit plus la cité. Encore une fois, je le dis, on aperçoit simplement le marché, la société, la gestion, mais nous n'apercevons plus la cité.
Mathieu, les fumeux de potes dont vous parliez au début, qui se sont réunis samedi dernier sur le Mont-Royal, ont au moins le mérite d'avoir généré ces réflexions brillantes. Il faut leur rendre ça quand même. Ah ben c'est très gentil à vous, mais je me tourne vers eux immédiatement, je renvoie la balle et je me dis voilà des gens qui n'apparaissent dans la cité non pas qu'à partir de grands idéaux qui permettraient justement de les tirer vers le haut, ils ne font que transposer dans l'espace public des désirs intimes. Et ça nous ramène à cette logique qui caractérise notre époque, c'est-à-dire on transforme les désirs en besoins, les besoins en droits et les droits en droits fondamentaux. Autrement dit, tous les désirs les plus intimes ou les plus triviaux sont présentés dans l'espace public comme des droits fondamentaux. Essayez ensuite de gouverner une société dans cette perspective. C'est pas moi qu'il faudra demander ça, on va demander ça à nos des gens de l'élite. Mathieu Bocoté, il y a un mot qui revient souvent dans votre vocabulaire, c'est le mot tragique. J'ai l'impression que on a perdu le sens du tragique, justement ce tragique qui permet de nous catapulter vers un idéal inaccessible forcément, mais le tragique pose d'emblée une limite et donc un au-delà de la limite. On est toujours en deçà et donc ce dont vous parliez du samedi dernier, les fumeux de potes, les adeptes de la marijuana, semble, d'après ce que je comprends, et en allant beaucoup plus loin, en extrapolant, la dimension tragique de ces rassemblements disparaît complètement. Ah oui, ben c'est que le politique ici n'apparaît, ou même le rassemblement n'apparaît que sur le mode festif. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne sommes plus capables de penser le tragique, ce qui fait qu'on ne s'en approche jamais, et on oublie que le tragique, c'est pas simplement du pathos triste. Hein. Qu'est-ce que c'est le tragique? C'est souvent la rencontre conflictuelle de deux principes également valables, mais pourtant contradictoires. Hein, ça peut être, par exemple, la rencontre de la liberté et de l'égalité dans nos sociétés, dans nos vies quelquefois, mais plus largement dans la société. Mais le tragique, ça peut être aussi simplement la réapparition de la violence dans l'histoire quelquefois. Je suis marqué que ces jours-ci, d'un côté, on débat justement, tout le monde, on voit cette décomposition du politique sous le signe justement de l'insignifiance festive, et au même moment, on rencontre à nouveau la figure du terrorisme dans nos sociétés. Et ce grand écart, finalement, entre des institutions qui sont prises avec des problèmes très réels, mais qui sont désinvestis par le peuple, désinvestis par la démocratie, donc le problème du terrorisme, le problème plus largement des rapports entre les civilisations, des rapports entre les peuples. Donc ça, ce sont des problèmes qui touchent nos institutions, mais le peuple, lui, lorsqu'il s'intéresse à la politique, ne veut plus apercevoir ces questions tragiques, proprement politiques, historiques. Il ne veut y apercevoir qu'une transposition de sa vie quotidienne, de la vie de tous les jours. Et le grand problème ici, évidemment, c'est que les questions fondamentales continuent de se poser. Elles s'échappent tout simplement de la démocratie et on ne doit pas se surprendre ensuite de voir le peuple se décomposer en une collection d'individus étrangers au destin collectif. D'ailleurs, vous parlez de morcellement de la société, c'est exactement ce que vous dites. Oui, ben c'est terrible, hein, ça. C'est-à-dire la société dans son ensemble, c'est-à-dire le collectif qui transcenderait normalement les désirs des groupes, mais aussi les intérêts de groupes particuliers, la capacité de reconnaître un bien commun. L'idée même d'un intérêt général qui exige que les différents groupes dans la société fassent des compromis parce qu'ils savent que quelque chose les dépasse ou que les individus relativisent leurs droits par une certaine idée du devoir. Encore une fois, ça suppose l'idée d'un bien commun. Mais si le bien commun n'existe plus, ou si le bien commun est réduit à la simple gestion des droits fondamentaux des uns et des autres, eh bien, essayez de mettre cette société en mouvement, vous n'y parviendrez pas, et le fait est qu'on arrive pourtant dans une époque, ça me semble évident, une époque qui n'est plus celle de la démocratie douce, une époque qui n'est plus celle de la démocratie apaisée et calme, une époque qui va exiger de nouveau que le politique se charge existentiellement. Et c'est à ce moment, paradoxalement, que le peuple a tendance à fuir le politique. Il y a quelque chose de malheureux là-dedans. Et c'est malheureux, et ça débouche sur quoi, à votre avis, cette situation bouchée? Je crois qu'il y a un terme qui n'est plus permis dans nos sociétés, et on comprend pourquoi, parce qu'il est trop chargé. C'est le mot de décadence. Oui. Alors c'est un mot qui évidemment est associé à une tradition politique plus réactionnaire. Pour cela, on a des problèmes avec ce mot, et je comprends toutes les réserves. Mais Raymond Aron dit dans ses mémoires, je crois c'est dans les dernières pages, il dit, évidemment, je ne suis pas un théoricien de la décadence, Aron nous dit ça, mais je prends au sérieux le thème qu'ils ont introduit dans la pensée politique. Se pourrait-il qu'une société hédoniste, jouisseuse, festive, c'est pas un terme de l'époque, mais on voit un peu l'idée, se pourrait-il qu'une société hédoniste, festive,
jouisseuses et ainsi de suite, ne reconnaissant que des droits à l'individu et consentant à l'écrasement du citoyen par l'individu, mais se pourrait-il que de telles sociétés se fragmentent intimement et ne soit plus possible d'agir dans l'histoire et de se gouverner. De ce point de vue, Raymond Aron évoquait une hypothèse tragique qui est celui de l'affaissement des sociétés occidentales. Et à regarder aujourd'hui l'actualité de nos sociétés, il n'est pas interdit de prendre au sérieux cette hypothèse. Deux petites définitions. Festif vient de fête, donc c'est la fête, on est dans le jovialisme. Hédonisme, c'est la société du plaisir, mon plaisir avant tout, ma jouissance, mon bien-être, etc. Dernière remarque ou question, Mathieu Bock-Côté. Je me souviens une fois, j'avais vu deux clochards se bagarrer pour un bout de pain. Oui. Ou se bagarrer pour qui occuperait la bouche de chauffage qui donnait du chauffage gratuitement dehors l'hiver quand il faisait très froid. Ils se battent pour des choses qui sont élémentaires, triviales en un sens, mais qui sont le béaba de la vie, de la vie biologique, si vous voulez bien. Est-ce qu'on en est maintenant rendu à une clochardisation de nos idéaux? On va se bagarrer pour des petites pinottes? Je comprends très bien cette image et on pourrait la pousser plus loin. Encore? Je la déplacerai néanmoins sur l'idée suivante, c'est-à-dire nous sommes dans une société où chacun étant réduit souvent à la logique de survie. Parce que nos vies sont de plus en plus stressantes, épuisantes, écrasantes, parce que les structures d'accueil de la vie sont de plus en plus rares. La famille est fragmentée, la nation est absente, le politique est fuyant, la communauté se décompose. Et bien, de plus en plus, les individus pris par un stress terrible ont de plus en plus de difficultés, évidemment, à s'investir dans la chose publique qui pourrait les élever, parce qu'ils sont de plus en plus réduits à une logique de survie. Et alors, quand on survit, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite quelquefois avoir un moment de répit. C'est à ce moment-là que le festif arrive, qu'on arrive la régulation pharmaceutique ou par les drogues ou par le divertissement de l'existence. Je crois qu'il y a là le portrait d'une société qui va plus mal qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Mathieu Bock-Côté, vous n'aimez pas trop le jovialisme, mais on se quitte quand même sur une bonne blague. Il y a un congrès mondial des pessimistes. Alors, chaque délégation prédit l'apocalypse, une horreur, etc. Arrive quelqu'un qui dit, messieurs, dames, j'ai bien peur que d'ici l'an 2050, il n'y aura plus que des pierres à manger pour tout le monde. Tonnerre d'applaudissements. Le prochain délégué arrive et dit, messieurs, dames, j'ai bien peur que d'ici 2050, il n'y ait même pas assez de pierres pour tout le monde. C'est quand même pas mal. Le rire en de tels moments nous permet de nous rappeler que tout n'est pas absolument noir. C'est la politesse du désespoir, disait Émile Cioran. Mathieu Bock-Côté, merci infiniment. Au grand plaisir. Dans une semaine, dans quel